Un enfant orphelin trouva un luxueux sac Gucci rempli d'argent, mais au lieu de le prendre, il choisit de le rendre sans imaginer qu'il appartenait à l'une des femmes les plus riches de la ville. Ce qui se passa ensuite vous laissera sans voix. Le ciel de la ville était nuageux et au sommet de l'un des gratte-ciels se tenait Valeria. Ce n'était pas une femme ordinaire. Son nom figurait dans les magazines d'affaires, il était mentionné lors des réunions importantes et elle était un modèle pour des millions de jeunes entrepreneurs. Cependant, derrière ses brillants succès, Valeria portait une blessure qui n'avait jamais cicatrisé. La perte de son fils unique, Raoul, à cause d'une négligence qui s'était terminée en tragédie. Valeria ne s'était jamais pardonnée et avait interdit que le nom de Raoul soit prononcé en sa présence. Elle avait verrouillé toutes ses émotions, ne laissant aucune place à ses sentiments. Soudain, son téléphone vibra, un message de son assistante. Les investisseurs du Qatar demandaient d'avancer la réunion à 17 h. Madame, ils sont déjà au bureau principal. Valeria répondit sans sourciller, faites descendre la voiture immédiatement. Elle se dirigea vers son vaste salon et prit un petit sac sur la table. C'était un Gucci en édition limitée, fraîchement arrivé de Milan, envoyé par sa boutique habituelle. Le cuir était encore rigide, la couleur éclatante. L'ascenseur descendait lentement et une musique douce jouait, mais elle ne parvenait pas à traverser le silence de son esprit. Elle ferma les yeux un instant et, l'espace d'une rare seconde, elle vit le visage de Raoul, à 5 ans, avec un sourire innocent. Ce visage apparut dans l'obscurité de ses paupières et elle le chassa immédiatement. La porte de l'ascenseur s'ouvrit. Son chauffeur personnel l'attendait déjà dehors, près d'une luxueuse voiture noire dont la porte était ouverte. Elle était sur le point de monter lorsque son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était le directeur financier. Madame, nous venons de recevoir un avis d'audit fiscal. Il y a des documents que vous devez examiner immédiatement. Envoyez-les à mon adresse email, répondit rapidement Valeria. À cet instant, elle s'écarta de la voiture. Dans sa main gauche, elle tenait le sac Gucci qu'elle venait de prendre et, sans s'en rendre compte, tout en lisant un long message compliqué, elle posa le sac sur le toit de la voiture. Son attention était fixée sur l'écran de son téléphone. Le monde autour d'elle lui était indifférent. Le chauffeur ouvrit à nouveau la porte. Madame, nous allons directement au bureau principal. Oui, répondit Valeria en montant dans la voiture sans lever les yeux. La voiture avança lentement et sur le toit, le sac Gucci fut oublié. Après quelques mètres parcourus, au premier virage, le sac tomba en roulant sur le trottoir et personne ne le remarqua. Le sac de couleur cuir, à la coupe élégante et au métal brillant, gisait là. Sa valeur équivalait à celle d'un petit appartement en périphérie. Personne ne savait qu'il contenait des documents qui pouvaient sauver ou détruire la réputation d'une millionnaire. Quelques minutes plus tard, un enfant maigre aux vêtements usés et aux cheveux sales s'approchait de lui sans le savoir. Son nom était Santiago. Il avait à peine 10 ans, mais son visage portait le poids d'un homme adulte frappé par la vie. Il marchait lentement, non par fatigue, mais parce qu'il n'avait rien mangé depuis la veille midi. Il n'avait pas pu ramasser de bouteilles ce matin-là, il n'en avait trouvé que 2 petites, insuffisantes pour acheter un morceau de pain. Santiago vivait seul. Sa mère, la seule personne qu'il avait au monde, était morte 3 nuits plus tôt à cause du Covid. Étant très pauvre, Santiago avait vu sa mère trembler, se calmer, puis se refroidir sans pouvoir l'étreindre. Depuis cette nuit, il dormait seul sous une bâche déchirée derrière le marché, sans funérailles, sans étreinte familiale. Il avait suivi de loin le corps de sa mère dans la rue jusqu'au cimetière. Depuis lors, Santiago marchait sans but, cherchant quelque chose, peut-être de la nourriture ou de l'espoir, mais soudain ses yeux captèrent quelque chose d'inhabituel. Il vit quelque chose briller sur le sol, couvert de poussière fine, mais clairement chère. Il s'approcha avec prudence, regardant des 2 côtés comme un voleur craignant d'être pris. Ses mains tremblèrent en touchant la peau douce du sac. C'était différent de ceux qu'il voyait au marché. Il ouvrit une petite fermeture éclair et resta immobile. À l'intérieur, il y avait beaucoup d'argent, des billets de 1000 pesos parfaitement pliés, ainsi qu'un portefeuille en cuir, des cartes et un document portant le sceau d'une grande entreprise. Il ne comprenait pas son contenu, mais il savait que ce n'était pas n'importe quoi. Le cœur de Santiago battait fort. Il avait survécu en mendiant, en ramassant des restes et en dormant sur des journaux. Maintenant, il avait entre les mains suffisamment d'argent pour vivre des mois, peut-être plus. Ses yeux se remplirent de larmes. Il s'assit sur le trottoir, serrant le sac et la tête baissée. Une phrase résonnait dans son esprit, la dernière de sa mère, n'oublie jamais qui tu es et ce que je t'ai appris. Santiago ne savait pas que c'était un sac Gucci. Il ne connaissait ni son prix ni comment prononcer la marque, mais il savait qu'il ne lui appartenait pas et, si ce n'était pas le sien, il devait le rendre, même si son estomac était vide et qu'il n'avait rien. De l'autre côté de la rue, des hommes à un stand de nourriture l'observaient. L'un d'eux s'approcha. « Eh, petit, qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda-t-il d'une voix grave. Santiago serra le sac contre sa poitrine. « Rien, monsieur, juste un sac en plastique. »« Tu mens, c'est cher. Donne-le-moi. » Santiago courut de toutes ses forces, ses pieds nus, mais il ne s'arrêta pas. Il courut à travers le marché, des ruelles étroites et un terrain poussiéreux, jusqu'à être sûr que personne ne le suivait. Haletant, il continuait de serrer le sac comme s'il s'agissait du dernier souvenir de sa mère. Dans une autre partie de la ville, Valeria se rendit compte de sa perte. En descendant de la voiture, elle chercha le sac pour prendre quelques documents et ne le trouva pas. Elle regarda autour d'elle et demanda au chauffeur, « Où est mon sac ?» Le chauffeur, confus, répondit, « Vous l'aviez sur vous, madame ?» Valeria pâlit. Elle se rappela l'avoir laissé sur le toit de la voiture. Maintenant, il était perdu. Les organisateurs de l'événement la cherchaient.
Les investisseurs attendaient, mais Valeria ne parvenait pas à penser clairement. Ce n'était pas qu'un simple sac. Il contenait des documents confidentiels d'une fusion, des certificats numériques de l'entreprise, son passeport et ses pièces d'identité. L'information valait plus que le sac lui-même. Si elle tombait entre de mauvaises mains, sa réputation et son entreprise pouvaient s'effondrer en une nuit. Elle ordonna à son assistante de contacter la boutique, de vérifier les caméras de sécurité et d'alerter la police. Son visage restait calme, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Le soleil de l'après-midi s'éteignait, illuminant les rues sales d'un éclat doré qui ne touchait jamais les cœurs de ceux qui y vivaient. Derrière les hauts immeubles et les voitures luxueuses qui passaient sans regarder, il y avait un monde invisible pour les nouvelles et les conversations de personnes comme Valeria, le monde où Santiago vivait chaque jour, caché derrière de vieux cartons dans un coin du marché, haletant en serrant le sac. Ses mains tremblaient, non de peur, mais de fatigue, de faim et d'une nouvelle sensation, la responsabilité. Il rouvrit le sac, non pour prendre quoi que ce soit, mais pour chercher des indices. Il trouva une carte de visite de Valeria, directrice exécutive, avec le logo d'une entreprise qu'il ne reconnaissait pas, mais qui semblait importante. Santiago lisait à peine et savait écrire. Il était allé à l'école quand sa mère était en bonne santé et qu'il vivait dans une petite pièce avec un toit. Mais depuis 2 ans, l'école était un rêve perdu. Il caressa le nom sur la carte, Valeria. Il ne savait pas qui elle était, mais il intuait que c'était quelqu'un d'important, de riche, et qu'elle devait chercher son sac. Il ne savait pas où aller. Il ne connaissait pas l'adresse sur la carte, mais il savait qu'il n'arrêterait pas avant de le rendre. La nuit tombait vite dans ces recoins de la ville, apportant des dangers, des membres de gangs, des extorqueurs et des policiers qui méprisaient les enfants des rues, même d'autres ramasseurs qui pouvaient devenir cruels pour quelque chose de précieux. Santiago décida de dormir sous un pont, cachant le sac sous ses vêtements minces. Le froid lui glaçait les os, mais il le serrait comme s'il s'agissait du seul bien précieux qu'il possédait. Dans un sommeil agité, il rêva qu'il mangeait du riz au poulet chaud avec sa mère, qui lui souriait et lui caressait les cheveux. Sa voix douce l'appelait, mais elle s'estompait dans la brume. Il se réveilla les yeux humides, les essuyant du revers de la main. Un nouveau jour commençait et il devait bouger. Dans une autre partie de la ville, Valeria n'avait pas dormi. Elle appela des dizaines de personnes, demanda de vérifier les caméras de sécurité sur son trajet, contacta la police et ordonna à son équipe de diffuser un avis de perte. Rien ne fonctionna, il n'y avait aucune trace. Assise devant son ordinateur portable, elle regardait des graphiques de vente, mais les chiffres n'avaient aucun sens. Ce n'était pas seulement pour l'argent ou les documents. À l'intérieur du sac, il y avait une photo de Raoul, la seule qu'elle gardait dans un petit portefeuille. Elle la portait partout, le seul objet qui la faisait se sentir mère. Valeria serra les poings. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit de la peur, non pour sa réputation, mais pour perdre la dernière trace de son fils. Le lendemain matin, Santiago arriva au centre-ville après avoir marché près de 2 heures, demandant l'adresse indiquée sur la carte. Beaucoup l'ignorèrent, d'autres se moquèrent de lui, certains essayèrent de lui prendre le sac, mais il ne céda pas. Ses pieds saignaient, la sueur mouillait son dos, mais il continuait de chercher jusqu'à trouver un bâtiment avec le même logo que la carte, le bureau principal de Valeria. Il se tint devant une porte de verre trop luxueuse pour quelqu'un comme lui. Des hommes en costume passaient sans le regarder. Son petit corps sale et blessé contrastait avec le lieu, mais ses yeux possédaient une force que peu d'adultes avaient, la conviction. Il fit un pas en avant, mais un garde l'arrêta. « Et, où vas-tu ? Ce n'est pas un endroit pour toi. »« Dehors, » dit le gardien en le poussant. Le sac faillit tomber dans une bouche d'égout, mais Santiago le récupéra. Il ne se mit pas en colère et ne pleura pas. Il s'assit sur le trottoir devant le bâtiment en attendant un miracle. À l'intérieur, à quelques étages de distance, Valeria consultait des courriels avec des rapports de recherche. Tout était négatif. Pas de sac, pas de nouvelles, seulement un vide grandissant. Dehors, Santiago tremblait, le soleil était haut et son corps épuisé, attendant quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même. Il ne connaissait pas le visage de Valeria ni son nom complet, mais il savait qu'il devait rendre le sac. Bien que le monde semblât le rejeter, son estomac gargouillait. La faim était une douleur qui le déchirait. Il regarda le sac, puis un stand de nourriture de l'autre côté de la rue. L'arôme des tacos et des fritures lui parvenait. Les gens mangeaient, riaient. Son monde semblait si lointain et différent. Soudain, une voix douce mais tranchante murmura dans son esprit, « Pourrais-tu acheter de la nourriture avec cet argent ?» Il savait qu'il y avait des billets à l'intérieur. Il pouvait manger à satiété, dormir dans une auberge, ne plus avoir froid. Personne ne saurait. Et sûrement le propriétaire ne s'en soucierait pas. Sa main effleura la fermeture éclair du sac. Il voulait voir l'argent, s'assurer qu'il était toujours là. Mais en l'ouvrant, ses yeux tombèrent sur quelque chose qui l'arrêta, une photo d'un enfant d'environ 5 ans, avec de grands yeux et un large sourire, rangé dans une pochette en plastique à l'intérieur du portefeuille. Il referma brusquement le sac, comme s'il craignait que le ciel ne le voie. Il le serra plus fort et les voix dans sa tête se turent. L'argent pouvait remplir son estomac aujourd'hui, mais le laisserait vide pour toujours. Il pleura en silence. Les larmes mouillaient son visage sale, non par faim, mais parce qu'il avait failli trahir le seul héritage que sa mère lui avait laissé, l'honnêteté. Quelques passants le regardèrent, mais personne ne s'approcha. Chacun avait ses propres affaires. Santiago se leva en titubant, mais avec une détermination ferme. Il décida de réessayer. Il contourna le bâtiment à la recherche d'une autre entrée. Il entra dans le parking souterrain en se faufilant entre les voitures luxueuses. Il espérait trouver quelqu'un à qui parler. Alors, un petit miracle se produisit.
Un homme âgé en uniforme propre sortit d'une porte marquée personnel d'entretien. En voyant Santiago, il s'arrêta. Eh, petit, qu'est-ce que tu fais ici? Je veux rendre ce sac. Il appartient à quelqu'un d'important qui travaille ici. Je l'ai trouvé dans la rue. Un sac, laisse-moi voir. Santiago ouvrit un peu le sac, montrant son contenu. L'homme resta silencieux quelques secondes, puis acquiesça. Attends ici. Il revint quelques minutes plus tard avec une jeune femme qui portait un badge d'identification autour du cou. Son nom était Laura, assistante exécutive de la direction. Elle regarda Santiago avec méfiance, mais en voyant le sac, ses yeux s'écarquillèrent. C'est le sac de Madame Valeria. Elle appela immédiatement le bureau. Au 38e étage, Valeria regardait un café froid lorsque son téléphone sonna. Madame, nous avons retrouvé votre sac. Un enfant de la rue l'a apporté. Il dit l'avoir trouvé. Valeria se leva lentement et dit, amenez-le ici, s'il vous plaît. L'ascenseur s'ouvrit. Santiago hésita. Le bureau était immense, froid, avec des portes en verre. Il se sentait déplacé, mais Laura le guida. Tous le regardaient, un enfant sale, avec des blessures aux jambes, tenant un sac luxueux. Au fond de la pièce se trouvait la femme dont il ne connaissait le nom que par la carte, Valeria. Leurs yeux se croisèrent et le monde sembla s'arrêter. Santiago fit un pas et lui tendit le sac sans rien dire. Valeria l'ouvrit, vérifia le contenu, tout était intact. Puis son regard tomba sur la photo de Raoul. À cet instant, ses yeux s'humidifièrent. Puis elle regarda Santiago. C'est toi qui l'as trouvé. Santiago acquiesça. Tu n'as rien pris. Non, je voulais juste le rendre. Ils se regardèrent en silence. Soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Valeria s'agenouilla pour être à la hauteur de Santiago. Pour la première fois depuis des années, elle pleura, non de perte, mais parce qu'un inconnu lui avait rendu quelque chose d'inestimable. Dans un bureau rempli de claviers et d'appels, l'ambiance changea. Tous retinrent leur souffle devant la scène. La femme la plus puissante du bâtiment pleurait devant un enfant en haillons. Valeria sécha rapidement ses larmes. Elle ne laissait jamais qu'on la voie vulnérable, mais cette fois, les larmes coulaient sans contrôle. Les souvenirs de Raoul, le bébé qu'elle avait serré dans ses bras, l'enfant qu'il appelait maman, le fils qu'elle avait laissé partir sans adieu. Tout revint en quelques secondes grâce à l'honnêteté de cet enfant inconnu. Elle se leva. Comment t'appelles-tu? Santiago, madame, répondit-il d'une voix basse. Où vis-tu? Santiago baissa les yeux. Ses lèvres tremblèrent. Je n'ai pas de maison. Valeria ressentit une douleur aiguë. Et tes parents? Ma maman est morte du Covid la semaine dernière. Je ne sais pas qui est mon papa. Les employés présents se sentirent oppressés. Laura se tourna pour cacher ses larmes. Personne ne s'attendait à ce qu'un si jeune enfant vive seul dans un monde si dur et choisisse quand même d'être honnête. Pourquoi n'as-tu pas pris l'argent? Demanda Valeria. Santiago répondit sans hésiter. Ma maman me disait que si tu perds tout, tu ne devais jamais cesser d'être honnête. Ces mots résonnèrent en Valeria comme un coup de tonnerre. Elle regarda Santiago fixement. Cet enfant n'avait pas seulement sauvé ses documents et la photo de son fils. Il avait sauvé quelque chose qu'elle avait enterré, la foi en l'existence de la bonté. Après quelques minutes qui semblèrent une éternité, Valeria dit avec fermeté, viens avec moi. Santiago hésita. Où, madame? À la maison. Je viens chez vous? Laura, surprise, fit un pas à madame, voulez-vous dire? Oui. Prépare la chambre d'amis et appelle le médecin. Cet enfant a besoin d'un examen tout de suite. Santiago ne comprenait pas. Une heure plus tôt, il était sur le trottoir, traité comme une ordure. Maintenant, on l'invitait chez quelqu'un dont le nom faisait trembler les cadres. Ils descendirent au parking. Le chauffeur ouvrit la porte en hésitant en voyant l'enfant aux vêtements déchirés et boueux. Mais le regard de Valeria fit taire toute objection. Dans la voiture, personne ne parla. Valeria regardait Santiago du coin de l'œil. L'enfant dormait appuyé contre la fenêtre, serrant toujours le sac comme s'il était son bouclier contre le monde. En arrivant, une autre grille s'ouvrit automatiquement. Une cour avec une fontaine les accueillit. La maison à 2 étages était majestueuse et silencieuse. Les domestiques, surpris, obéirent lorsque Valeria ordonna de préparer une chambre et de l'eau chaude. Santiago fut baigné, vêtu de vêtements presque à sa taille et examiné par un médecin de famille. Il n'avait pas de maladie grave, juste de l'épuisement, de la malnutrition et des blessures aux pieds dues à la marche. Ensuite, on le fit asseoir dans la salle à manger. Devant lui, pour la première fois, il y avait un plat de riz chaud, du poulet frit et un verre de lait. Santiago était stupéfait, regardant fixement la nourriture. Ses mains tremblèrent en prenant la cuillère comme s'il craignait que tout ne fût qu'un rêve. Santiago, dit Valeria doucement de l'autre côté de la table. Mange, c'est ta maison maintenant. Santiago la regarda les yeux pleins de larmes. Je peux vraiment rester ici? Non seulement tu peux. Je veux que tu restes. Santiago ne répondit pas, il se mit juste à pleurer. Un pleur qu'il avait retenu parce qu'il n'avait nulle part où le laisser sortir. Maintenant, dans un endroit étrange mais chaleureux, il se sentit en sécurité pour le laisser s'échapper. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des jours, il dormit dans un lit avec un oreiller et des couvertures, l'air chaud de la climatisation l'enveloppant. Il dormit en agrippant le coin du drap comme s'il tenait une promesse de ne jamais retourner à la rue. Pendant que Valeria était dans son bureau avec le sac Gucci propre devant elle, elle sortit le portefeuille, ouvrit un compartiment et en extirpa la photo de Raoul. Elle la regarda longuement. Je n'ai pas fini d'être mère, Raoul, murmura-t-elle.
Tu es parti, mais peut-être que Dieu a envoyé quelqu'un pour me sauver. Elle regarda vers la chambre de Santiago. Dans le silence naquit quelque chose de nouveau. Pas un son, pas un mouvement, mais un sentiment, l'amour. Le matin, dans la maison majestueuse, un rêve apparut. La lumière du soleil traversait les baies vitrées, illuminant le marbre blanc et les canapés impeccables. Dans la cuisine, le son du grille-pain et de la cafetière emplissait l'air. L'arôme du beurre et du lait frais enveloppait tout. Santiago ouvrit lentement les yeux. Ce n'était pas une bâche déchirée ni un sol froid. Il était dans un vrai lit, bien couvert, sans trembler, mais une sensation étrange persistait dans sa poitrine. Il s'assit avec précaution, craignant de déranger. Il sortit lentement de la chambre, observant autour de lui. La maison était trop grande, les murs blancs, tout était en ordre, intact. Non seulement elle était luxueuse, elle était solitaire. Au bout du couloir, une employée le vit et sourit. « Veux-tu déjeuner, petit ? Madame Valeria t'attend dans la salle à manger. » Santiago acquiesça. Il suivit l'employé jusqu'à une longue table, plus adaptée aux réunions qu'aux repas de famille. Au fond, Valeria, les cheveux relevés et une chemise blanche, lisait le journal avec une tasse de café. En le voyant, elle ferma le journal. « Bonjour, dit-elle brièvement. »« Bonjour, madame, répondit Santiago d'une voix basse. As-tu bien dormi ? » Oui, merci. Désormais, tu peux manger ici, dormir dans cette chambre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le directement à Maria ou à moi. Santiago s'assit. Devant lui, un plat de riz, des œufs brouillés et du jus d'orange. Il mangea lentement, mais au fond de lui, il sentait encore qu'il était un invité qui pouvait être chassé à tout moment. Après le petit déjeuner, Valeria l'emmena au salon. Sais-tu lire et écrire ? Oui, un peu. Valeria fit une pause. Si tu veux, je peux t'inscrire dans une bonne école, mais tu dois étudier sérieusement. Santiago la regarda. Oui, je veux, madame. Bien, mais il y a une condition. Tu dois croire que tu mérites une vie meilleure. Santiago ne répondit pas, mais une petite étincelle de détermination grandit en lui. Les jours passèrent et Santiago commença à s'adapter. Il apprit à utiliser du savon liquide, découvert et à parler avec respect aux adultes. Bien que son corps s'habituât, son cœur, lui, n'y parvenait pas. Souvent, il se tenait devant la fenêtre, regardant la rue, regrettant le bruit, les pas pressés et l'agitation du marché qui était autrefois sa maison. Valeria le remarquait, mais ne le pressait pas. Elle l'observait en silence. Un après-midi, elle l'emmena se promener dans le jardin arrière. Le vent doux et le chant des oiseaux servaient de toile de fond. Ils s'assirent sur un banc en bois. Santiago regarda l'herbe, sans qu'on le lui demande, commença à raconter « Je vivais avec ma maman derrière le marché. Notre maison était en bois, mais elle disait qu'une petite maison n'avait pas d'importance tant que nous étions ensemble. » Valeria écoutait en silence. Quand elle est tombée malade, j'ai demandé de l'aide aux voisins, mais personne n'a voulu. Quand elle est morte, je n'ai pas pu la serrer dans mes bras. La voix de Santiago trembla, mais il ne pleura pas. J'ai pensé qu'après cela, je disparaîtrais aussi, mais j'ai trouvé ce sac et maintenant je ne sais pas si je rêve. Valeria le regarda. Et pourquoi me l'as-tu rendu ? Ma maman disait que nous ne devions pas prendre ce qui n'était pas à nous, même si nous avions faim. Il y eut une longue pause. Puis Valeria dit d'une voix basse, tu sais ? Tu me rappelles quelqu'un, mon fils Raoul. Santiago leva les yeux, voyant pour la première fois Valeria non pas comme une millionnaire froide, mais comme une mère qui avait perdu son enfant. Les jours suivants, Santiago commença l'école. Pas une école au bâtiment luxueux, mais une petite école avec des professeurs gentils et des enfants qui n'avaient pas toujours de nouvelles chaussures. Valeria l'avait choisi exprès. Elle ne voulait pas que Santiago se sente jeté dans un monde inconnu. Elle voulait qu'il grandisse à partir de ses racines. Santiago étudiait avec enthousiasme, apprenait vite et écrivait avec facilité. Ses professeurs admiraient sa mémoire et, surtout, son honnêteté. Mais tout ne fut pas simple. À l'école, certains enfants se moquaient de lui. Bien qu'il arrivât dans une voiture luxueuse, il continuait de parler comme un enfant de la rue. Santiago essayait d'être patient, mais les moqueries étaient douloureuses. Un jour, pendant la récréation, un enfant le poussa. « Tu n'es que de passage. Tu n'es pas un enfant de riche. » Santiago tomba par terre. Son genou saigna, mais il ne répondit pas. Il se releva, regarda l'enfant et dit « Même si je ne suis pas un enfant de riche, je ne suis pas un menteur et je ne prends pas ce qui n'est pas à moi. C'est ce que ma maman m'a appris. » À cet instant, un professeur intervint, mais les paroles de Santiago se répandirent. Et peu à peu, d'autres commencèrent à le respecter pour sa façon d'être. Ce soir-là, Valeria reçut un rapport de l'école et appela Santiago dans la salle à manger. « Quelque chose te rend triste, Santiago ?» Il secoua la tête, mais son visage ne mentait pas. « Si tu ne me le dis pas, je ne peux pas t'aider. » Santiago regarda son assiette et parla, « À l'école, certains disent que je suis un ramassé, que je ne fais que passer dans la richesse. Et tu les crois ? » Parfois, madame. Valeria garda le silence. Puis elle dit avec fermeté, « Tu as été choisi non par pitié, mais parce que tu as quelque chose que non pas. » Quoi ? Les yeux de Valeria brillaient de conviction. « Tu n'as rien demandé quand tu as trouvé mon sac Gucci. Tu aurais pu prendre l'argent, mais tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas seulement de l'honnêteté, Santiago, c'est du caractère. Et le caractère ne s'achète pas, même avec tout l'argent du monde. » Les mots pénétrèrent Santiago. Il commença à croire qu'il avait de la valeur, non par compassion, mais par les décisions qu'il avait prises quand personne ne le voyait.
Quelques jours plus tard, l'école organisa un événement en journée de l'inspiration. Les élèves devaient écrire sur une expérience qui avait changé leur vie. Santiago écrivit sur le sac Gucci, non pour son prix, mais pour le choix qu'il avait fait quand il avait faim, sur la photo de l'enfant dans le sac, les derniers mots de sa mère et comment sa vie avait changé depuis. Son professeur lut le texte en classe. Tous se turent. Personne ne s'attendait à ce que les rumeurs à son sujet cachent une histoire si profonde. À la fin du cours, plusieurs enfants s'approchèrent. Santiago, ton texte était incroyable. Nous ne savions pas que tu avais tant souffert. Pardon de parler derrière ton dos. Santiago ne répondit pas avec colère, il sourit simplement. Ce n'est rien. Moi aussi, j'avais l'habitude de mal juger les autres. Peu à peu, sa relation avec ses camarades changea. Tous ne devinrent pas amis, mais les regards de mépris se transformèrent en respect. Il n'était plus seulement l'enfant de la rue adopté, mais quelqu'un avec une histoire et du courage. Santiago grandissait non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Il devint plus sûr de lui, plus ouvert et comprit qu'il méritait d'être aimé. Chaque matin, il se levait tôt, aidait à mettre la table, préparait le café pour Valeria et Lisée avant d'aller à l'école. Cette discipline n'était pas forcée, mais le reflet de sa gratitude. Il savait que tous les enfants n'avaient pas une seconde chance et il ne voulait pas la gâcher. Un soir, alors que Valeria était épuisée par le travail, Santiago entra avec un verre de lait chaud. « Maman, si tu es fatiguée, prends ceci. Cela te soulagera de ton mal de tête. » Valeria regarda le verre. « D'où as-tu appris à donner du lait pour la douleur ?» Ma maman le faisait. Si j'avais de la fièvre, elle me donnait du lait et de l'huile d'eucalyptus. Les larmes de Valeria faillirent couler, mais elle les retint. Elle l'étreignit. Cette étreinte était différente, chaleureuse, comme celle d'une mère qui retrouve une partie perdue de son cœur. La pluie tombait doucement dehors. Les gouttelettes dansaient sur les vitres, créant un rythme tranquille. Dans la chambre, Santiago était assis sur un épais tapis, dessinant dans son carnet. Les nouveaux crayons de couleur de l'école étaient éparpillés. Ce n'était pas son dessin qui ressortait, mais sa concentration pleine de cœur. Valeria l'observait depuis le canapé avec une tasse de thé chaud. Elle ressentait une paix qu'elle n'avait pas connue depuis le départ de Raoul. Santiago dessina deux personnes, une femme aux cheveux longs et un enfant souriant. Au-dessus, il écrivit « Maman et Santiago ». « Je peux voir ?» demanda Valeria. Santiago referma son carnet, gêné. « C'est moche, maman. »« C'est moche pour qui ?»« C'est incroyable. » Elle s'assit à côté de lui, ouvrit le carnet et vit le dessin simple mais plein de sens. Raoul dessinait aussi quand il était petit, dit Valeria. Santiago la regarda. Elle mentionnait rarement ce nom. Une fois, il a dessiné que je volais sur un dragon pour aller dans les nuages et il était triste. Moi, je t'ai dessiné sur un vélo parce que tu dis que tu ne fais jamais d'exercice. Valeria laissa échapper un léger rire. Quel culot. Leurs rires remplirent le silence de l'après-midi pluvieux. Santiago, dit Valeria doucement. Oui, maman. Valeria respira profondément en prenant sa main. Quand tu as trouvé le sac, il y avait la photo de Raoul. La seule que je porte toujours. Depuis sa mort, je ne pouvais plus regarder d'albums, ni d'autres enfants, ni sourire à des bébés. J'avais tout fermé. Santiago écoutait, ses yeux brillants. Je pensais que j'étais morte à l'intérieur, mais quand tu es arrivé pour rendre le sac, j'ai senti que Raoul me montrait le chemin. C'est lui qui t'a envoyé à moi. Santiago ne put parler, il serra juste la main de Valeria. Tu as guéri ma blessure la plus profonde, celle d'une mère qui a échoué. Je pensais que je ne méritais pas de recommencer, mais tu m'as donné cette opportunité. Santiago l'étreignit. Une étreinte pleine, sans doute, comme si les mots et les explications étaient superflus. Il savait qu'ils se comprenaient. Des semaines plus tard, Santiago s'ouvrit davantage. À l'école, ses notes s'améliorèrent. Il obtenait les meilleures notes en mathématiques. Son espagnol impressionnait les professeurs et ses écrits, remplis d'honnêteté, touchaient les cœurs. Un jour, un courriel arriva à l'école. Il était bref, mais percutant. Nous invitons Santiago Valdés à être un jeune orateur lors d'une conférence éducative mondiale au Japon. Son histoire inspire. Les frais sont couverts. La directrice appela Valeria excitée. Ce n'est pas courant. Même les enfants des écoles chères ne sont pas choisis. C'est un événement mondial. Valeria regarda Santiago, qui arrosait des plantes dans le jardin. L'enfant qui était arrivé brisé allait maintenant parler devant le monde. Ce soir-là, elle lui annonça la nouvelle avec précaution, sachant que les grandes nouvelles le rendaient nerveux. Santiago, on t'a invité au Japon pour parler devant des gens du monde entier. Il fut surpris, non par fierté, mais par peur. Pourquoi moi? Parce que ton histoire peut changer les autres. Mais je ne suis personne, maman. Peut-être pas pour eux. Mais pour ceux qui ont perdu l'espoir, tu es une lumière. Après les formalités de documents et de visa, le jour du voyage arriva. Santiago portait un costume gris clair avec une lettre dans sa poche. Pas un discours, mais une lettre pour sa mère. Il voulait remercier, pas seulement inspirer. À l'aéroport, il fut salué par des professeurs, des camarades et des journalistes locaux. Au décollage, il prit fermement la main de Valeria. Ils ne parlèrent pas beaucoup, mais leur lien était plus fort. Au Japon, il fut accueilli avec gentillesse, on lui donna un coach d'anglais et on le guida sur la manière de parler dans les forums internationaux, mais Santiago insista pour écrire seul. Le jour de la conférence, un auditorium de Tokyo était rempli de centaines de personnes, jeunes, éducateurs, ministres, ambassadeurs. Le nom de Santiago Valdés brillait sur l'écran.
Il monta sur le podium, respira profondément, ses mains froides, mais ses pas fermes. Il parla en anglais simple, avec un traducteur si nécessaire, mais ses mots brisèrent toute formalité. Il raconta la perte de sa mère, les nuits passées sous un pont, la découverte du sac Gucci, sa restitution et la rencontre avec une femme qui n'était pas sa mère, mais qu'il aimait comme telle. Il ne cherchait pas la pitié. Il ouvrit simplement son cœur en disant « Ma mère m'a appris que si tu perds tout, ne perds pas ton honnêteté. » Tous se turent. Quelques larmes brillèrent, d'autres serrèrent la main de leurs enfants. Beaucoup se levèrent, applaudissant avant même qu'ils ne finissent. Santiago conclut en disant « Je ne parle pas parce que je suis le meilleur, je parle parce qu'on m'a donné une chance de survivre. » L'auditorium éclata en applaudissements. Un professeur d'anglais lui dit « Tu as fait face à ce que nous avons oublié d'enseigner. » Une petite fille indienne l'étreignit « Maintenant, je veux être courageuse. » Valeria, depuis les gradins, pleurait. Non de tristesse, mais parce qu'elle savait que choisir cet enfant avec le sac Gucci avait été la meilleure décision de sa vie. Ce soir-là, à l'hôtel, Santiago écrivit une lettre « Maman, aujourd'hui j'étais sur une grande scène, mais en vérité j'étais sur tes épaules. Sans tes mots, je me serais perdu. J'espère que tu es fier. Tu me manques, mais je suis reconnaissant d'avoir maman Valeria. Elle prend soin de moi comme tu le faisais. » Il plia la lettre et la rangea comme un rappel d'avoir tenu sa promesse. L'histoire de Santiago et Valeria montre comment le pouvoir d'une petite décision peut changer complètement la vie des autres. Quand Santiago choisit de ne pas prendre ce qui n'était pas à lui, il ne savait pas qu'il ouvrirait la porte à une nouvelle vie. Quand Valeria fit confiance à un enfant inconnu, elle n'imaginait pas que l'amour perdu renaîtrait. Deux mondes opposés se sont rencontrés, non par le sang ni les noms, mais par des cœurs blessés qui se sont cherchés et guéris mutuellement. Si cette histoire vous a fait réfléchir, sourire ou pleurer, je vous demande de partager vos pensées et de laisser un commentaire. N'oubliez pas non plus d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine histoire.